Comme par hasard. Ça y est, c'est mauvais. Mais c'est très bien. Super. Tu vois? Parfait. Parfait. Moi, tant qu'à faire, on en profite pour relancer la caméra. Excusez-moi, mais ça pique le nez, comme par hasard. Oui. Hop, c'est tout bon. Je reclaque. Prise 52, Albert Claude-Kemoun en train de parler Du driophantase cutellaris patégaster sur le plan bio-physio-psychosomato-physico-chimico-myorhumato-pharmacodynamique, acupuncture-musothérapie, sophrosynthético, aromatophytothérapique. Vous essayez? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu la question, monsieur. Ah bon, bah, excusez-moi. Vous étiez distrait, voyons. Je suis désolé, ça ne se reproduira plus. J'espère bien. Je vous refais un point du coup sur ce que... Voilà. Donc c'était vraiment le dire, la conception de l'homéopathie, bah, pourquoi vous avez transité, on a compris un petit peu avec, avec votre mentor, vous avez plus ou moins les mêmes résultats sans toxicité, c'est de développer ça, puis après bah, vous avez dû être confronté à la pensée et aux écrits d'Hahnemann. Quelle était votre conception de l'unicisme? Pourquoi vous avez choisi le pluralisme? À quel point vous avez mis votre énergie sur l'homéopathie plutôt que sur l'allopathie? Et puis voilà, tous vos choix personnels découlant de l'homéopathie et de l'allopathie en fait. En gros, c'est peut-être repartir quand vous avez compris que en fait, vous voulez une médecine qui soit pas iatrogène. Et après, comment vos recherches, votre découverte de l'homéopathie et pourquoi cette homéopathie à vous aujourd'hui celle-là en fait et pas une autre. On regarde. Pourquoi avoir choisi l'homéopathie? Tout simplement parce qu'effectivement, c'est une technique non iatrogène, c'est vrai. Mais cela dit, comme disaient nos anciens, primum non nocere, c'est-à-dire avant tout ne pas nuire. Effectivement, mon expérience professionnelle en dehors de l'homéopathie, notamment à la faculté, notamment à l'hôpital, m'a permis de montrer que finalement, démontrer que chaque médicament est toxique. Les plus grosses intoxications, on les a connues à partir justement des médicaments. Et quand on parle éventuellement d'hépatite virale, on pense toujours au virus. On oublie les hépatites provoquées par des médicaments. Hépatite médicamenteuse. Semblable à l'hépatite virale, avec les mêmes symptômes. Dégénérescence même hépatique. Dramatique. Et puis évidemment, l'expérience de mon père. De voir un papa aimant, aimé, mourir dans ses bras à cause d'un prolongement d'une médication iatrogène, toxique, ça fait réfléchir. Pourquoi ai-je choisi l'homéopathie? Tout simplement parce que finalement, je me suis rendu compte que même en phytothérapie, on avait parfois des intoxications. D'ailleurs, quand on me dit les plantes, c'est pas toxique. Et cependant, les plus gros toxiques sont bien dans les plantes. La belladone, qui donne des hallucinations. La conite qui fait mourir. La colchique, dans les prés. Ça fait parfois mourir alors qu'en fait, au départ, on l'avait utilisé comme antimitotique. Puis éventuellement, maintenant, comme anti-acide urique. Pour la goutte, comme anti-inflammatoire. Finalement, la colchique fait mourir. Puis le fait d'avoir découvert justement les principes actifs dans les plantes, les principes actifs qui nous permettent de mieux comprendre. Et je vais quand même vous conter une histoire qui est assez intéressante. C'est l'histoire de gourous, de sorciers en Amérique centrale qui utilisaient une poudre d'une plante, d'écorce d'une plante, qui s'appelait le quinquina, contre les fièvres. Même encore mieux, contre les fièvres, ils utilisaient parfois des eaux d'un étang, des eaux rouges, amères, qui étaient utilisées comme traitement contre les fièvres. Quand les jésuites ont voulu importer ces plantes contre les fièvres, elle a été interdite par l'administration européenne. Et ce n'est qu'en 1841 qu'Ampeltier et Caventou
ont découvert dans le quinquina la quinine. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas déposer un brevet sur une plante. L'idéal, ça aurait été quand même déposer un brevet et puis donner au peuple qui l'a utilisé pendant des millénaires. Mais seulement on ne peut pas déposer un brevet sur une plante. Alors que si on a découvert un système pour isoler un principe actif fondamental qu'on appelle un principe actif traceur, qui permet de démontrer l'action de ce principe actif, à ce moment-là, on peut déposer un brevet sur l'isolement de ce principe actif. C'est ce qu'on fait Pelletier à Clémenceau. Il ne faut pas oublier que la quinine, ça a été le médicament le plus vendu dans le monde contre le paludisme, contre les fièvres du paludisme. Donc faut-il attendre des millénaires pour utiliser des plantes ou des thérapeutiques qui fonctionnent sans en connaître au moins scientifiquement l'explication? Ben non, je pense que si je devais un jour choisir entre mourir et souffrir scientifiquement, je préférerais malgré tout guérir empiriquement. Alors oui, je crois que, mais seulement ce qui n'empêche pas, évidemment, d'expliquer le pourquoi. Ce qui n'empêche pas, du moment que c'est pas iatrogène, du moment que c'est pas toxique. C'est important. Et si ça marche, il faut accepter le fait, bon sang. Et rejeter éventuellement, attendre l'explication. Vous vous rendez compte que pendant des siècles, on n'a pas su comment ça marchait l'aspirine. On commence seulement et encore on ne connaît pas toutes les explications de l'aspirine. Ce qui n'empêche pas d'utiliser l'aspirine de façon régulière. Que l'aspirine provoque des effets secondaires, oui, effectivement. Seulement, l'aspirine, malgré tout, a des effets miraculeux. D'ailleurs, on l'utilise même pour fluidifier le sang à faible dose. Des personnes qui ont des phlébites, etc. Et je pense que, oui, de temps en temps, on devrait utiliser justement les techniques de nos anciens pour essayer de mieux comprendre. Alors, une autre technique qui me vient à l'idée, c'était la découverte de la vaccination. Par un nommé Jenner, bien avant Pasteur. Mais il a fait de l'homéopathie sans le savoir. Lorsqu'il a découvert sa vaccination, il avait repris une croyance populaire qui disait que toutes les personnes qui avaient contracté sur la peau des petites vésicules qui étaient contaminées par le pis de la vache et qui s'appelait la vaccine, étaient protégées d'une maladie plus grave qui est la variole. Il a repris cette croyance populaire en disant, si c'est vrai, lors d'une d'une explosion de la variole, on va prendre 150 personnes et on va voir si elles sont vraiment protégées de la variole. Et les 150 personnes qui ont été vaccinées, contracté la vaccine, contracté ce qu'on appelle en anglais le cowpox, et finalement, toutes les personnes qui ont été vaccinées ont été préservées de la variole. Et bien ça, c'est de l'homéopathie sans le savoir. C'est des traitements des semblables par les semblables, même à titre préventif. Ce n'est pas une maladie identique. Une maladie identique, ça aurait été l'isothérapique, iso-identique. C'est-à-dire ça aurait été prélever une personne qui a la variole et le faire ingérer par une autre personne qui n'a pas la variole. Mais seulement, il y a un problème, c'est que si on fait ingérer ce qu'on appelait donc l'isopathique, pathos maladie, iso-identique, si on faisait ingérer des personnes qui n'ont pas la variole, puis qu'on leur collait la variole, alors là, ça aurait été la folie hystérique de tous les scientifiques. On dit comment, regardez un petit peu, vous les avez contaminés de la variole. Alors que là, c'est une maladie moins grave que la variole, la vaccine, les semblables, combattent les semblables. Alors évidemment, malheureusement, il y a eu différents courants d'homéopathie. Il est évident que Hahnemann lui-même
faire un petit peu d'historique, si vous permettez. Hahnemann lui-même a voulu savoir, a voulu connaître un petit peu les différentes techniques qu'on utilisait en thérapeutique. Et pour cette raison, il a étudié les matières médicales. Matières médicales, c'est-à-dire des bouquins dans lesquels étaient développées des substances médicamenteuses dites naturelles. Et ces substances médicamenteuses, elles, étaient évidemment utilisées en thérapeutique. Mais seulement c'est un monsieur, Hahnemann, qui croyait de moins en moins justement à la médecine. Parce qu'il avait non seulement de gros échecs en thérapeutique normale, mais seulement en plus, il avait des effets iatrogènes, toxiques. Alors, comme il devait gagner sa vie, il avait quand même 8 enfants, père de famille. Et puis c'était un gars qui avait une culture, une très grande culture, une culture remarquable. Il parlait aisément l'allemand, puisqu'il est d'origine allemande, le français, puisqu'il a terminé sa vie en France. Il est enterré d'ailleurs au Père-Lachaise, parce qu'il avait une situation bien assise, comme les grandes personnalités. Alors finalement, j'ai réussi à la placer. Mais finalement, donc c'est un monsieur qui parlait français, qui parlait évidemment allemand d'abord, français, qui parlait parfaitement l'anglais, l'italien, l'espagnol, et même 3 langues dites mortes, c'est-à-dire le latin, le grec et l'hébreu. Alors qu'est-ce qu'il faisait pour gagner sa vie? Il traduisait des bouquins, des matières médicales étrangères. Et notamment, il a commencé à traduire une matière médicale de Cullen, l'Écossais. Et il s'est rendu compte que justement, des substances comme le quinquina, qui a été utilisé pour combattre la fièvre, et si ces derniers étaient utilisés pendant trop longtemps, allaient provoquer une fièvre identique à celle qu'on voulait combattre. Donc il s'est dit, les semblables guérissent les semblables. Le quinquina va guérir des fièvres importantes, mais s'il est utilisé pendant trop longtemps, il va reprovoquer des fièvres semblables à celles que vous voulez guérir. C'est le premier principe de similitude. Et puis au cours de sa vie, il s'est rendu compte qu'il y avait des réactions, ce qu'on appelle des aggravations. Des aggravations, c'est-à-dire que des personnes qui prenaient pendant trop longtemps ou d'une façon trop concentrée certaines substances, ces médicaments allaient provoquer des signes semblables à ceux de la maladie. Ce qu'on appelle pathogénésie. Pathos, maladie, génèse, naissance d'une nouvelle maladie. Alors, Hahnemann s'est dit, il faut diminuer les doses. Il faut diminuer les doses, et puis je vais non seulement diminuer les doses, mais on va voir lesquelles sont les plus efficaces et celles qui ne sont pas du tout toxiques. Non iatrogènes. Il est arrivé, en diluant au fur et à mesure, il est arrivé à des doses infimes. Mais cependant, il s'est rendu compte rapidement, comme quoi l'expérience est importante, il s'est rendu compte rapidement que les médicaments qu'il utilisait chez lui étaient moins efficaces que les médicaments qu'il apportait à ses malades, aux patients quand il allait voir ses malades chez eux, à domicile. Il s'est demandé pourquoi. Mais il allait tout simplement voir ses malades à cheval. En allant à cheval, il agitait les flacons, parce que c'était en gouttes. Et en agitant les flacons, il s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième élément associé à la dilution infinitésimale, c'est-à-dire l'agitation, la dynamisation. Donc ça, c'est le premier grand principe de l'homéopathie. C'est les semblables, guérissent les semblables, mais à dose infinitésimale et fortement agitée. Fortement dynamisée. C'est pour ça qu'il a cette agitation, on l'appelle dynamisation. Ce nom dynamisation, c'est une action dynamique
du médicament. Il devient plus efficace. Et on s'est rendu compte d'ailleurs de plus en plus que finalement, même en physique quantique, la dynamisation est fondamentale, aussi importante que la dilution. Alors il avait un galéniste, un monsieur qui fabriquait des médicaments homéopathiques pour lui, qui s'appelait Génissen. Génissen, c'est un colosse de 2 mètres, avec une force herculéenne. Il était dans un petit immeuble, un petit pavillon, et quand celui-ci préparait ses médicaments, il agitait tellement fort, dit l'histoire, que la maison, le petit pavillon dans lequel il se trouvait, bougeait même. Puis les médicaments qu'il fabriquait, non seulement étaient utilisés avec bienfait par des malades, et prescrits par des médecins, et en plus, il a été utilisé 50 ans, 60 ans après. On est loin des 5 ans légaux d'une vie d'un médicament, avec autant d'efficacité. Donc vous voyez, finalement, l'historique nous permet de mieux asseoir, de mieux comprendre un petit peu l'action de l'homéopathie. Alors, évidemment, on a essayé de savoir à quel moment, quand est-ce qu'on doit donner un médicament homéopathique. Alors au début, Hahnemann a recherché le médicament homéopathique utilisé dans les cas aigus. Et dans les cas aigus, il a eu d'excellents résultats. Mais seulement dans les cas chroniques, il s'est rendu compte qu'il y avait des échecs. Donc si la première partie de ses écrits, qui s'appelle l'Organon, qu'il faut lire d'ailleurs, pour mieux comprendre l'homéopathie, si l'Organon nous permet de mieux comprendre l'homéopathie, il a évolué au fur et à mesure du temps. Il a d'ailleurs fait 6 éditions différentes et à chaque fois il les modifiait, il les améliorait en fonction des résultats thérapeutiques. Puis en même temps, on s'est rendu compte que dans certains cas, si le médicament homéopathique agissait bien dans les pathologies aiguës et qu'il avait moins d'effets dans les pathologies chroniques, il a remodulé sa théorie en disant il faut étudier maintenant les maladies chroniques. C'est bien pour ça qu'en son deuxième traité, le premier traité étant la matière médicale utilisée en homéopathie, et le second traité, c'était le traitement du sujet dans sa totalité, c'est-à-dire le terrain, donc dans les maladies chroniques. Et à ce moment-là, il a modifié, et la question la plus importante, c'est depuis quand, à quel moment, la pathologie chronique a démarré. Et suivent non seulement le sujet, mais également l'évolution des pathologies chroniques et des pathologies issues de l'héritage. Il y a un proverbe qui dit « quand les parents boivent, les enfants trinquent ». Ça veut bien dire, certaines pathologies, y compris d'ailleurs une pathologie qui était à la mode, malheureusement, y compris celle des rois, celle des empereurs, etc., c'était la syphilis. Les artistes peintres, des littéraires, ils avaient presque tous la syphilis. Finalement, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, il y avait un seul traitement, il n'y avait pas encore l'antibiothérapie. Pour ça, j'ai vive l'antibiotique aussi. Elle a quand même réussi à arrêter la syphilis. Donc je ne suis pas contre l'allopathie, loin de là. Mais il faut choisir une technique la plus efficace et quand même moins toxique. L'efficacité et la toxicité. C'est ainsi qu'on a traité pendant longtemps, avant l'antibiothérapie, des sujets avec du mercure, ou des dérivés mercuriels. Plus exactement, on appelait le sublimé corrosif, tout simplement, il s'agissait du chlorure mercurique, qui était appelé par nos homéopathes Mercurus corrosivus. Ce dernier allait provoquer des intoxications. Peut-être agissait sur la syphilis, c'est vrai. Moyennement, puisqu'on n'arrivait pas à déjouer la syphilis à partir du mercure. On pourrait atténuer parfois des malades. Mais malheureusement, pris trop longtemps, l'intoxication mercurielle provoquait des signes. Et comme par hasard, l'intoxication mercurielle provoquait des signes semblables à ceux de la syphilis. Tiens, on est dans les semblables. Mais seulement, n'oublions pas que le mercure, avant, s'appelait hydrargyre. Dans le tableau Mendeleïev, dans le tableau des éléments
minéraux chimiques, on retrouve Hg. C'est le symbole du mercure. Hg, c'était l'ancien nom du mercure, qui s'appelait hydrargir. Hydrargir, qu'est-ce que cela veut dire? Ça vient du mot argir, qui est l'argent, et hydre, qui est l'eau. Argent liquide. Il y en a qui aiment bien l'argent liquide, enfin. Non, tout simplement pour savoir que ça a la couleur de l'argent, c'est argenté, mais seulement par contre c'est liquide, c'est le seul métal liquide, le mercure. Et son intoxication s'appelle tout naturellement hydrargirisme. Et l'intoxication par le mercure était connue. Si d'un côté le mercure allait soigner, il pouvait provoquer lui-même des intoxications massives. Faut oublier une chose, je ne vous le dira personne, c'est qu'actuellement, on interdit tout médicament à base de mercure. Alors qu'avant, c'était presque la panacée universelle. Alors on guérissait, plus ou moins, on améliorait les gens qui avaient la syphilis. Mais malheureusement, on leur provoquait une nouvelle maladie qui était l'hydrargérisme, l'intoxication par le mercure. Mais comme les signes étaient semblables à ceux de la syphilis, on disait, les sujets ne sont pas encore améliorés de la syphilis, donc on va augmenter la dose de mercure. Et on les intoxiquait davantage. Si bien qu'ils ne mouraient pas de la syphilis, mais ils mouraient de l'hydrargérisme. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'essayer d'étudier pourquoi. La question pourquoi et la question comment, c'est très important quand on fait de la recherche. Pourquoi on allait traiter la syphilis avec une eau thermale sur place, notamment à Uriage? Pourquoi on traitait la syphilis avec de l'eau thermale d'Uriage? Et puis j'ai recherché, j'ai demandé l'autorisation de rechercher sur des bulletins d'aggravation et d'amélioration par rapport à la cure d'Uriage, qu'on traitait généralement les syphilitiques à Uriage. Et on les améliorait. Et j'ai réussi à démontrer en 30 mémoires différents de médecins et de pharmaciens différents qui ont travaillé là-dessus, que finalement, on ne guérissait pas de la syphilis, on n'améliorait pas la syphilis, mais l'eau d'Uriage qui était soufrée, chélatait le mercure et permettait le mieux l'éliminer. Donc on avait une amélioration du traitement iatrogène, de l'hydrargérisme, mais comme les signes étaient semblables à ceux de la syphilis, on pensait que c'était une amélioration de la syphilis, alors que c'était une amélioration simplement de l'intoxication médicamenteuse causée par des médicaments mercuriels contre la syphilis. Alors vous voyez, il faudrait que je présente ici effectivement des centaines de cas semblables. N'oublions pas qu'il y a certaines personnes qui étaient à ce moment-là traitées aussi dès qu'on a découvert l'antibiotique. On a traité par exemple le bacille de Koch, autrement dit la tuberculose. Par quoi? Par des antibiotiques. Et l'antibiotique à la mode, c'était de la streptomycine. Ça agissait sur le bacille de Koch. Ça agissait sur le traitement de la tuberculose. Mais seulement, ça les rendait sourds. Effectivement, ça atteignait la 8e paire du nerf crânien, c'est-à-dire le nerf auditif. Si bien que des personnes qui étaient améliorées de la tuberculose étaient devenues sourdes. Et d'ailleurs, il en sera de même pour différentes techniques d'utilisation telles que le kanamycine ou les gentamicines, qui sont d'autres types de traitements antibiotiques qui provoquaient aussi une atteinte du 8e paire du nerf crânien, donc provoquaient une baisse d'audition, voire même une surdité et des bourdonnements d'oreilles. Donc finalement, il fallait rechercher, c'est le Vidal, qui est le guide des médecins, de tous les médecins, de tous les pharmacologues et tous les toxicologues, il est indiqué des effets secondaires. Mais parfois, les effets secondaires, c'est d'une façon générale, quantitativement, les personnes qui ont le plus d'effets secondaires
Et on a recueilli, évidemment, les effets secondaires les plus courants. Mais parfois, il y a une petite ligne dans le Vidal. Il est écrit, chez la personne sensible, vous pouvez avoir tel ou tel événement, tel ou tel signe d'intoxication. À ce moment-là, on va essayer de comprendre les intoxications majeures, les plus classiques, mais en oubliant, malheureusement, chez le sujet sensible, des intoxications qui semblent mineures, mais qui n'intéressent pas tellement les pharmacologues, tout simplement parce que sont des cas spéciaux. Et finalement, rechercher non seulement la plus petite dose toxique, plus ou moins dynamisée, mais en plus, rechercher les effets secondaires, ça va nous permettre de faire une nouvelle matière médicale. Il faudrait faire une nouvelle matière médicale avec les intoxications des médicaments et l'utilisation de ces derniers en dilution homéopathique, pour éviter non seulement les effets secondaires, mais également pour prévenir ou guérir certaines pathologies, se servir en quelque sorte des médicaments, la connaissance de la toxicité des médicaments pour créer de nouveaux médicaments homéopathiques. Ça va ? Parfait, très bien. Et là on comprend... Comment ça soit tout de même ? Ouais, bien sûr. Voilà. On est comment niveau heure ? On est 11h35, donc encore... Encore 20 minutes. Ouais, 20 minutes. Ouais. 20 minutes. Allez, go. Pourquoi moi, je... Attendez, est-ce que je vais faire du bruit ? Mets-toi bien vers là. Ouais. Ah, viens le plus proche possible. Ah, tu me veux vers toi, quoi, en fait, Ah ouais, c'est ça. soit vers moi. Pourquoi avoir choisi l'homéopathie ? Tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, choisir une médication non iatrogène, non toxique. Mais par contre, en même temps, comme je l'ai expliqué également par rapport aux effets sur les maladies chroniques, utiliser non seulement des médicaments pour les symptômes, mais essayer d'utiliser des médicaments, non pas pour guérir, pour soulager des symptômes, non pas pour soigner, mais pour guérir. Donc le médicament devient à la fois homéopathique, devient à la fois curatif dans des pathologies aiguës. D'ailleurs, dans des pathologies aiguës, il y a certains signes qui disparaissent quand on me dit l'homéopathie. C'est très long, c'est faux. J'ai vu des personnes qui avaient un œdème de Quincke, par exemple, qu'on devait hospitaliser. On avait appelé le SAMU. On avait donné Apis mellifica, et le SAMU est arrivé. Ils m'ont dit, mais c'est pourquoi ? C'est pour qui ? C'est un cardiologue qui avait appelé le SAMU. Il avait un œdème de Quincke qui a disparu. Un deuxième cas intéressant, c'était une personne qui avait été hospitalisée au 15-20. Malheureusement, au 15-20, l'hôpital spécialise des yeux. Il avait un œdème énorme à la paupière. Il ne pouvait plus ouvrir l'œil. Et puis, on a préféré, évidemment, d'abord choisir les cas les plus dramatiques. On a choisi une personne qui avait reçu un couteau dans l'œil, une autre personne qui avait reçu un bouchon de champagne, etc. L'autre qui avait une ulcération due à un virus. Donc finalement, on a fait passer ces personnes avant celui qui avait l'œdème, la paupière. Et puis entre-temps, il vient me voir, vous en pensez ? Je fais, en attendant, vous restez aux urgences pour voir un diagnostic, pour voir pourquoi, etc. Et vous prenez en attendant, dans la salle d'attente, Apis, 2 granules, toutes les 5 minutes. Apis, parce que ce produit vient d'une abeille, qui, comme vous le savez, l'abeille, quand elle pique, ça provoque une douleur, ça provoque un œdème, et amélioré par les compresses froides. Là, c'est un petit peu semblable, par les maladies semblables. Ça ne veut peut-être pas dire que le sujet ait été piqué par une abeille, ni piqué dans son amour-propre d'ailleurs. Mais simplement, il a eu un œdème qui est semblable à celui provoqué par une piqûre d'abeille. J'ai dit pour cette raison, j'ai dit prenez médicaments semblables, et dans la salle d'attente, en attendant votre tour, prenez toutes les minutes, ou toutes les 2 minutes, 2 granules d'Apis. Puis au bout d'1 heure et demie, il passe enfin, son tour arrive, parce qu'on avait utilisé évidemment, d'abord, il a dû exécuter les urgences,
Et puis enfin vient son tour, au bout d'1 heure et demie. Et vous, monsieur, c'est pourquoi? Ben, voyez, monsieur, l'œdème, vous avez quoi? Et l'œdème avait complètement disparu. Donc l'homéopathie, dans les états aigus, bien ciblés, ça marche, et très rapidement. Il faut se dire. Une personne qui a 40 de fièvre, ou 41 de fièvre, s'il ne transpire pas, s'il est affolé, croit qu'il va mourir, etc., 2 granules parfois d'aconite, tu fais descendre sa fièvre, le fait transpirer, et évidemment, a une amélioration immédiate et visible. Donc dans les cas aigus, ça marche. Mais dans les cas chroniques, mon père était asthmatique. On aurait pu lui donner justement, c'est pour cette raison que ça m'a intéressé. On utilise non seulement le médicament, la maladie, mais on utilise le malade, le comportement du malade. Dans le cas de l'asthme, mon père avait sa crise d'asthme la nuit, avec un paroxysme entre 1h et 3h du matin. Alors moi, quand j'étais petit, quand je l'accompagnais parfois dans la Massif central, au Mont d'Or, parce que c'est là où il y avait une cure pour les asthmatiques, je me faisais tout petit, j'étais dans sa chambre, et j'étais fier d'accompagner mon père. Puis, je faisais celui qui n'avait pas entendu mon père, pour ne pas le gêner. Il avait sa crise d'asthme, l'heure, j'ai su après quelle heure c'était, beaucoup plus tard, mais c'était en pleine nuit. Il était frileux, agité, anxieux. Il avait l'impression qu'il allait mourir. Il ne pouvait plus respirer. Et à ce moment-là, il avait un comportement comme s'il avait été intoxiqué par l'arsenic. Et je pense que si j'avais connu l'homéopathie, je lui aurais donné Arsenicum album. Parce qu'il avait un comportement de type arsenic. Or, dans l'eau du Mont d'Or, il y a des traces d'arsenic. Et chez le sujet sensible, ça peut provoquer ce que les thermaliens appellent une réaction de cure. Une aggravation de la pathologie. À Uriage, par exemple, on a une aggravation de problèmes cutanés, d'eczéma ou de psoriasis. À Néry-les-Bains, une eau thermale utilisée parce qu'elle contient du lithium contre les pathologies du système nerveux, on peut avoir une réaction de cure avec une insomnie, chez le sujet sensible évidemment, vers le 13e jour de la cure. Là c'est la même chose, vers le 13e jour de la cure, mon père avait une réaction de cure. Et bien que frileux, il avait mis une couverture sur les épaules, il ouvrait la fenêtre, il avait besoin d'air frais sur le visage. Ça c'est décrit dans les pathogénésies d'Arsenicum album. Tant et si bien que j'ai compris qu'il fallait comprendre le sujet, surtout dans les états aigus, pour donner le bon médicament. Alors évidemment, les unicistes vont utiliser un médicament correspondant à l'ensemble du comportement du sujet. Non seulement dans une pathologie, mais dans la vie de tous les jours. Pour traiter évidemment le sujet et non la pathologie. Ça me déplaisait pas trop, l'esprit uniciste. Mais par contre, de temps en temps, je voyais que quand l'uniciste se trompait, par expérience, non seulement le médicament n'agissait pas, mais en plus, on perdait le sujet sur le plan des traitements homéopathiques en disant ça ne marche pas chez moi. Chez moi, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'il fallait peut-être être non pas uniciste, mais peut-être pluraliste, et donner un médicament en fonction du comportement du sujet et l'évolution de la maladie. Et on devient à ce moment-là pluraliste. Je m'explique. Un exemple, j'aime bien les exemples. Une personne qui a un rhume. D'abord, ça coule comme de l'eau. C'est un écoulement aqueux, irritant au niveau des yeux, des yeux ou du nez, ou les deux à la fois. Irritant au niveau des yeux, très classiquement, lorsqu'une personne se mouche et qui a un rhume constamment, elle a les ailes du nez irritées. Ou alors, simplement, dans le cas d'une allergie, il a les yeux rouges, les yeux irrités. S'il a les yeux irrités, on va lui donner peut-être un médicament comme
Ça va venir. On coupera, on cherchera. Et d'autre part, les ailes du nez irritées, on va lui donner Allium cepa. Et pour les ailes du nez irritées et les yeux, qui ont parfois les deux, à la fois les yeux et les narines, à ce moment-là, il donnera tout simplement Naphtalinum. Et puis, d'autre part, l'écoulement devient plus visqueux. Le lendemain, ou 2 jours après, il devient jaunâtre. Donc le sujet va évoluer en fonction de la nature de son écoulement. Il va devenir jaunâtre, on va lui donner peut-être Hydrastis. S'il devient verdâtre, on va plutôt lui donner Mercurus solubilis. Et s'il a des croûtes, avec des avec du sang qui sort des narines, avec des saignements, une épistaxis, on va lui donner plutôt Mercurus corrosivus. Ou Phosphorus si les saignements sont importants. Donc on va donner un médicament correspondant au comportement du sujet par rapport à l'écoulement. Donc on va pas donner un médicament du rhume, mais on va donner un médicament selon le comportement du sujet. Alors l'uniciste va donner un médicament correspondant à son terrain. Mais s'il se trompe, ben le sujet ne va pas être amélioré. Tandis que dans l'unicisme, on voit le comportement du sujet, on voit l'évolution. En cas de fièvre importante, on va donner peut-être... Je vous reprends juste parce que vous avez redit dans l'unicisme, on voit l'évolution. Est-ce que vous pourriez redire dans le pluralisme? Oui, bien sûr. Non, dans le pluralisme, on voit l'évolution. Voilà, c'est ça, vous avez... Parce que vous avez l'unicisme. Ah, pardon. Comme ça, c'est plus intelligible, c'est pas grave. Dans le pluralisme, on voit l'évolution du sujet. Tandis que dans l'unicisme, on étudie surtout le comportement du sujet, même dans les états non pathologiques. Donc nous allons voir, l'uniciste va donner un médicament unique par rapport au sujet, au comportement du sujet en général, et en particulier même dans sa pathologie. Mais quand ce dernier, quand le médecin uniciste se trompe, ben, il n'y aura pas d'amélioration. Tandis que dans le pluralisme, il va donner un médicament en fonction de l'évolution du comportement et l'évolution de la pathologie elle-même. Un autre exemple, imaginons un sujet qui a la fièvre. Fièvre importante. 41 de fièvre. Il ne transpire pas, il est anxieux, il est agité, on va lui donner aconite. Ben, deux choses d'une, soit aconite va être définitivement le bon remède, ou soit le sujet va évoluer. C'est-à-dire que le sujet va peut-être va transpirer, sa fièvre va tomber. Tiens, il commence à transpirer, la fièvre tombe. Ben, il n'est plus aconite. Il a un comportement de belladone. Il ne supporte pas la lumière. Il a ce qu'on appelle une mydriase, une dilatation des pupilles. Il a une photophobie. Maman, ferme les persiennes. Baisse le rideau, je ne supporte pas la lumière. Et puis durant la nuit, il va peut-être faire aussi un délire provoqué par la fièvre. Dans ce cas-là, il a un comportement de belladonna. On va lui donner belladonna. Et le sujet peut-être aura des courbatures musculaires. Il sera peut-être arnica, ou des courbatures plus profondes, peut-être eupatorium. Donc le sujet peut évoluer. Ou alors complètement abattu. C'est pas lui qui appelle le médecin, c'est son entourage. Il est complètement abattu, il n'a absolument aucune réaction. Il est anxieux, il est agité, puis il n'a même pas soif. D'ailleurs, il a une forte fièvre, sans soif. Ben, on va lui donner peut-être Gelsemium, etc. Donc on va lui donner un médicament en fonction du moment. Et ça, c'est le pluralisme. Alors le complexisme, qu'est-ce que c'est? Ben, le complexisme, il va associer aconite, belladonna, Gelsemium, tout dedans, en traitant non pas le moment, non pas le comportement du sujet par rapport au moment, ni par rapport au sujet, mais simplement par rapport à la maladie. Il se dit, j'ai un sujet qui a un rhume, je vais lui donner Allium cepa composé, qui va contenir Allium cepa, Dulcamara peut-être, Naphtalinum, etc. Donc par conséquent, plusieurs médicaments, ou Mercurus corrosivus, plusieurs médicaments qui contiennent des médicaments qui vont se succéder par rapport au comportement du sujet. Mais en même temps, donc on aura des médicaments de la grippe, on aura des médicaments, non pas du grippe mais de la grippe, c'est le complexisme, non pas du rhume, non pas du sujet qui a un rhume, mais du rhume, finalement, ou d'un coryza,
finalement, on va avoir des médicaments complexes qui vont être donnés sans complexe pour une maladie et non un sujet. Pour résumer, les gynécistes vont donner un médicament unique correspondant au sujet, au comportement du sujet. Le pluralisme va donner un médicament en fonction de l'évolution du comportement du sujet. Et enfin, le complexiste va agir comme un allopathe, mais à des dilutions infimes, mais en étant moins toxique, mais en fonction de la maladie et non pas du malade. Super. Il est combien On va avancer, mais bon, ça fait 20 minutes. Ok, bon, pour encore une partie, peut-être parler de la théorie des hautes dilutions. Oui. Ici. Ouais, donc c'est bon. Voilà. Parler là, si vous pouvez enchaîner sur la théorie des hautes dilutions. Oui, la théorie de dilution, entre autres, écrit par quatre docteurs professeurs. Et comment est-ce que ils ont eu une fin un peu tragique ou étrange, et comment est-ce que vous avez collaboré avec eux dans cette théorie de dilution? Est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là? Donc c'est beaucoup dire, si je parlais sur leur évolution tragique et étrange, parce qu'il y a des hypothèses et je ne peux pas me permettre, moi, de faire une information sur des doutes qui correspondent à la réalité, qui ne correspondent pas à la réalité. Simplement évoquer le fait qu'ils soient décédés, que du coup leurs travaux, sans mettre d'hypothèse, sans laisser passer un complot ou autre, ou simplement être factuel. En regardant toujours la bien raison. Alors, il existe différents physiciens, différents chimistes, différents médecins, différents enseignants qui ont essayé d'expliquer les hautes dilutions, l'action des hautes dilutions. Et même certains journalistes. Je ne sais pas si je dois les nommer, mais enfin, Mme Sévérac, qui a été, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une dame qui m'a interviewé un jour sur les hautes dilutions et surtout sur les isothérapiques. C'est un film qu'on peut trouver sur, je peux me permettre, qu'on peut trouver sur YouTube, Madame Sévérac et Albert Kemoun, sur les isothérapiques. Et elle comprenait bien mon raisonnement, elle comprenait bien intellectuellement mon avancée intellectuelle. Et ce qui m'a fait de la peine, cette grande dame, malheureusement, soit décédée 2 mois après mon interview. Ça m'a choqué. Il n'y a aucune conclusion à faire à ce sujet. Vraiment aucune. Mais c'est beaucoup de peine. Des personnes qui me faisaient confiance, avec lesquelles j'ai eu un excellent rapport intellectuel, moral et humain, qui décèdent juste après avoir eu officiellement un échange. Alors il y a eu aussi d'autres physiciens, je me tairai les noms, qui n'ont pas eu un décès bizarre, mais qui sont morts peu de temps après. Ça a été aussi le cas de mon grand ami, M. Benveniste, qui soit entré à l'hôpital, pissé sa pétrière pour un pontage, et qui soit ressorti, ce qu'on appelle malgré, vulgairement, les pieds devant. C'est-à-dire qu'il soit décédé pour un pontage, alors qu'il devait intégrer, je pèse mes mots, il devait intégrer mon laboratoire pour accélérer les recherches, puisque malheureusement il était éjecté sur un fauteuil éjectable. Il était éjecté de la recherche de l'INSERM dans laquelle il se trouvait. Et je devais l'héberger dans mon laboratoire. Il y avait accordé 150 mètres carrés dans des locaux où il avait toute son indépendance. Et il m'avait accordé non seulement son amitié et son affection. Et avant même qu'il vienne chez moi, il est parti sur une hauteur quantique, sur une haute
il est parti dans les cieux, entre guillemets, il est parti de terre, et c'est avec regret, de temps en temps, quand j'ai du temps, le dimanche, je fais un saut sur la tombe de Benveniste, et le destin, un peu plus haut, il y a la tombe de Samuel Hahnemann. Et je crois que les attaques ne sont pas uniquement exogènes, extérieures au monde homéopathique. Elles font partie aussi des égos du monde homéopathique. Et je pense que nous avons tous le droit de nous exprimer. Certains nous laissent exprimer, certains nous combattent avant même de nous exprimer, et d'autres rejettent tout ce qu'on peut dire. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir non pas une divergence, mais une convergence. Une convergence en faveur de l'homéopathie en général, et en convergence vers la description, vers la connaissance, vers la recherche de scientifique de l'homéopathie. Et je recite à nouveau mon ami Jacques Benveniste qui me disait « Jamais l'homéopathie n'aura ses lettres de noblesse tant qu'il n'aura pas été prouvé scientifiquement. » Jacques Benveniste me disait lui-même « Il faut donner à l'homéopathie ses lettres de noblesse, en essayant de donner une explication scientifique. Tant que l'homéopathie ne sera pas scientifique, elle n'existera pas. » N'oublions pas que cette polémique existe depuis 200 ans. Quand Hahnemann a lui-même créé sa technique homéopathique, sa philosophie homéopathique, il a été attaqué, il a dû déménager 8 à 10 fois. Et ce n'est qu'à Paris où il a trouvé un hébergement digne de lui et qui lui a permis de développer son homéopathie et même de retrouver l'amour, puisqu'il s'est marié, après avoir été veuf pendant des années, il s'est marié avec Mélanie, Mélanie était une dame qu'il avait sauvée de problèmes pulmonaires et qui est devenue amoureuse de lui et qui lui a permis d'avoir un développement extraordinaire en France, si bien que lui-même, il est enterré où? En France, avec Mélanie, au Père-Lachaise. Là, de ce qu'on dit, on sent qu'il y a eu une imprégnation sur votre existence, sur votre réflexion. Finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté, l'homéopathie, en tant que substance intellectuelle et substance, je dirais presque spirituelle? Pour moi, ce n'est pas de croire ou de ne pas croire à l'homéopathie. On croit en Dieu, on ne croit pas en Dieu. On croit en quelque chose, on n'y croit pas. Mais grâce à Hahnemann, Samuel Hahnemann, qu'il essayait enfin d'avoir une médecine scientifique, s'est imprégné de l'expérimentation sur lui-même, sur ses malades, et faire éventuellement des expérimentations par ses élèves. Et ainsi, suivant sa lignée,
il était hors question pour moi de faire des expérimentations seul, mais d'associer mes maîtres, d'associer mes étudiants, mes élèves, pour essayer de déterminer, de réaliser des expérimentations à la fois scientifiques, cliniques, expérimentales, et finalement d'utiliser malgré tout quelques résultats cliniques, quelques succès. Et un jour, je me souviens, avec monsieur avec le doyen de la faculté de médecine de Paris, eh ben, j'avais organisé à la faculté de pharmacie de Paris 5 un congrès. Et je l'ai intitulé « Les échecs de l'homéopathie ». Puis à ce moment-là, M. Pierre Cornillot, doyen de la faculté, m'a dit « Monsieur Kemoun, vous êtes le seul à avoir fait un congrès uniquement sur les échecs. Parce que pour moi, même les échecs peuvent apporter des explications. Et les échecs eux-mêmes peuvent nous permettre d'avancer et pas uniquement faire des communications sur des réussites ou sur des éléments positifs, car finalement, les échecs, rechercher la cause des échecs. En recherchant la cause des échecs, on va peut-être trouver d'autres idées, on va peut-être trouver d'autres types d'expérimentation, et pourquoi pas, ça va peut-être nous permettre d'avoir des réalités scientifiques, c'est à nous de les démontrer. Et comme disait M. Pierre Cornillot, je plains les enseignants et les professeurs de faculté qui n'ont que des certitudes. Je les plains. Justement, on parle d'échecs. Vous, qu'est-ce que vous nommeriez comme vos joies et vos peines dans une vie d'homéopathie? Mes peines, mes joies dans ma vie d'homéopathie. Ma plus grande peine, c'est de ne pas avoir connu l'homéopathie avant le décès de mon père. D'avoir pas pu le comprendre, d'avoir pas pu l'aider. J'aurais peut-être pu ne pas l'aider, j'aurais peut-être pu l'aider, ça aurait été peut-être un échec, peut-être un succès, mais ça m'aurait permis d'être en contact permanent avec cet homme que j'admire et à la fois que j'ai aimé. Et lui qui a tout donné, qui a donné sa vie pour nous élever, pour nous permettre d'avoir une situation, j'aurais aimé lui rendre un petit peu ce qu'il m'a donné. Voilà, le plus grand échec de ma vie. C'était de ne pas connaître l'homéopathie pour pouvoir aider mon père. Les succès, j'ai eu un succès important. Un cousin qui avait un cancer du rein. Et grâce à son chirurgien, à son oncologue, qui était à ce moment-là à Necker, il a été opéré d'un rein. On lui a fait une ablation de son rein. Et à tout hasard, j'ai dit, Marc, si on pouvait faire à ce moment-là des isothérapiques. Marc, conserve. Demande au chirurgien, à l'oncologue, s'il peut te conserver un tout petit morceau de cette tumeur. Tu l'as mis dans l'alcool, c'est tout. Et tous les 6 mois, il devait faire évidemment des examens complémentaires pour savoir si son cancer n'évoluait pas, n'allait pas s'étendre sur d'autres organes. On s'est rendu compte rapidement que ce cancer allait se développer sur le 2e rein. On lui a dit, monsieur Marc, je dis simplement son prénom, on va vous enlever le 2e rein.
Il vient me voir, j'ai dit, Marc, il te reste 2 petits morceaux de tumeur. On lui a fait une isothérapie. En approbation avec le professeur qui l'a opéré de l'hôpital Necker. Et sous ma pression, Marc a demandé à ce professeur, j'ai dit, monsieur le professeur, vous permettez, est-ce que vous pouvez attendre 4 mois, 5 mois, et m'enlever dans 4-5 mois le 2e rein? Il dit, peut-être, je ne sais pas, on va voir. Je lui donne l'isothérapique. Au bout de 3 mois, régression. Au bout de 6 mois, régression encore. Au bout de 5 mois, au bout d'1 an, pardon, il restait que des micro-encapsulations. Il a tenu 30 ans. Excusez-moi mon émotion. Bien sûr. Voilà. Des échecs, des résultats, voilà, c'est une vie homéopathique. J'aise beaucoup. Hein. J'ai un petit neveu qui avait un herpès. Il sait très bien que Vacciноtoxinum, c'est son médicament qui prévient son herpès. Et lorsqu'il va à la montagne, quand il va à la mer, etc., c'est qu'il faut qu'il prenne Vacciноtoxinum ou dès que ça commence à développer, et la régression est presque immédiate. Ça, c'est un succès. Du coup, ce qu'on change chez vous, c'est que derrière la fibre de l'homéopathe, il y a surtout une fibre humaniste. Bien sûr. Donc, vous, comment vous liez les deux? Parce que derrière, maintenant, on partitionne les individus en ISP, en spécialité. Voilà, Pour moi, il ne faut pas découper le sujet. Il faut avoir simplement un diagnostic avant tout. Un diagnostic, se faire aider par un oncologue, se faire aider par un dermatologue, se faire aider par un néphrologue, se faire aider par un hépatologue, se faire aider par un psychiatre, par un neurologue, etc. Si, pour avoir un diagnostic. Et puis éventuellement, essayer avec la médecine officielle, parce qu'il faut aller contre la médecine officielle. C'est officiel, on est obligé d'utiliser cette technique. On ne doit pas faire autrement que d'utiliser un antimitotique, une chimiothérapie. C'est la législation. Il est impossible de faire autrement. Mais il faut éviter les effets secondaires des médicaments. Il faut améliorer le confort du malade. L'homéopathie est bien placée, même si l'homéopathie n'est pas la panacée universelle. Elle peut aider le malade, aider le malade sur le plan physiologique, sur le plan pathologique, sur le plan humain évidemment aussi. Et puis, ça permet aussi au sujet lui-même, au malade lui-même, de mieux se connaître, de mieux appréhender sa maladie et mieux appréhender son comportement. Il n'y a aucun médicament qui n'ait pas d'effet secondaire. Si on explique au malade, il n'est pas plus bête que quelqu'un d'autre. On peut l'aider, on peut l'expliquer de façon à diminuer les effets secondaires et éventuellement mieux se comprendre. Un diabétique, il sait très bien quelle dose d'insuline il faut qu'il prenne, en fonction non pas d'une dose physiologique prédestinée, mais en fonction du repas qu'il va faire, en fonction de son comportement. Est-ce qu'il y a une hypoglycémie, est-ce qu'il y a une hyperglycémie, etc. Maintenant, on peut se doser rapidement sa glycémie. Donc ça permet lui-même d'évoluer et de moduler son médicament, même allopathique. Et quand on peut éventuellement éviter des effets secondaires, pour un parkinsonien, c'est bien beau de donner L-Dopa. S'il faut lui donner L-Dopa, l'L-Dopa, le précurseur de la dopamine, neuromédiateur qui lui manque, parce qu'il y a une détérioration ou une obturation des récepteurs dopaminergiques. Il faut peut-être lui donner L-Dopa. Ça, j'en dis ce qu'on vient pas. Mais par contre, à force de lui en donner, l'organisme en produit point, de moins en moins. Et puis, à ce moment-là, il y a des effets secondaires, parce qu'à ce moment-là, on va lui donner un agoniste de la L-Dopa, un médicament qui va aller dans le sens de la L-Dopa. C'est comme si une personne va tirer une charrette. Si quelqu'un va dans le sens contraire, tirer dans le sens contraire, l'effet sera plus que négatif. Le premier qui tirera la charrue, ou le second, celui qui est le plus fort, va diriger vers un côté en amont ou en aval. Mais si ce dernier, la personne qui est derrière, au lieu de la tirer, la pousse dans le même sens que celui qui tire,
c'est un agoniste. Le premier était un antagoniste. Ben, il y a malheureusement des médicaments allopathiques qui sont des antagonistes. Lorsqu'on dit à un médecin classique, je ne dors pas, alors qu'il est vu son spécialiste, ben, son médecin peut-être classique, ou même sa concierge, pourquoi pas, va lui dire, tiens, moi pour dormir, je prends ça. Ben, c'est un benzodiazépine. Or, on sait très bien que les benzodiazépines bloquent les récepteurs dopaminergiques, vont aggraver le sujet. Et on sait très bien aussi que l'émotion va aggraver le sujet, va aggraver les tremblements. Donc dans ce cas-là, essayer de moduler. C'est son mode réactionnel. Diminuer son mode réactionnel, diminuer ses émotions, sans l'agresser et sans être antagoniste. Alors à ce moment-là, ça permet au malade de mieux se comprendre, de se faire aider, et pourquoi pas un homéopathe qui peut-être lui permettra au sujet. Il faut qu'il y ait une constante synergie, une constante émotion, une constante vision de la maladie et du comportement du sujet. À ce moment-là, le médicament homéopathique deviendra non seulement un médicament ordonné par un médecin, mais coordonné par le malade lui-même. Et l'agonisme entre le soignant et le soigné vont permettre à un individu de mieux se comprendre, de mieux évaluer sa maladie, de mieux évaluer son comportement, car le malade, sans le médecin, ne comprendra pas du tout sa maladie ni son comportement. On décrire la maladie, décrire les symptômes, et aussi, de plus en plus on le fait maintenant, sur des prospectus de médicaments, on exprime les effets secondaires, et même dans certains cas, chez certains sujets sensibles, des effets inconnus, ou des effets peu fréquents. Eh bien, rendez de plus en plus intelligent le malade, l'homéopathie va l'aider, et l'allopathie va peut-être transformer la maladie, mais pour aider le malade à se guérir, il ne s'agit pas de soigner un malade, mais il faut le guérir, ou éventuellement faire la prévention pour diminuer ses émotions, pour améliorer un sommeil physiologique et non artificiel. Et comme disait Charles Aznavour, je me méfie toujours des paradis artificiels qui sont la drogue. Merci. Ça va? Ouais. Très bien, super. Moi, j'aimerais bien que vous insistiez sur la corrélation, vraiment que pour moi, l'homéopathie, c'est plus qu'une médecine, c'est une médecine globale et humaniste. Voilà, c'est ça. Qui prend en considération l'être humain de manière... Ça, on peut tout à fait. Et global, dans son aspect spirituel aussi. Mais vraiment le dire comme ça, quoi, tout simplement, pour qu'il y ait vraiment ce côté-là. D'accord. Ça va frotter, du coup, je tiens un peu là. Donc ça, je vais quand même donner quelques exemples. Ah oui, non, c'était très bien, mais c'est juste comme conclusion, quoi. Une conclusion pour dire... Voilà, en quelques phrases, en 2-3 phrases, dire que l'homéopathie, c'est humaniste, qu'elle s'intéresse à l'humain dans sa globalité. Pour moi, il n'y a pas une douleur. Il y a le sujet qui souffre. Mais seulement ce sujet est-il amélioré par le frais, par le froid, par la chaleur, par le mouvement, par le repos. Mais ça, ce sont surtout des améliorations physiques. Mais il faut oublier une chose, c'est que, en plus, il y a des sujets qui souffrent, mais sans parler. Des sujets qui souffrent, qui expriment, qui vont vous engueuler parce qu'ils souffrent. Ne me touchez pas. J'ai mal. Et finalement, vont être agressifs par rapport à la douleur. D'autres vont gémir, pleurer, prier. Comme disait Vigny dans La mort du loup, gémir, pleurer, prier,
est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche, puis après, comme moi, souffre et meurt, sans parler. Les gens qui sont stoïques, qui disent rien, qui s'enferment dans leur chambre, qui n'expriment pas la douleur. D'autres qui, au contraire, après une douleur, vont déprimer. Rappelez-vous, Andromaque, elle va faire tout par devoir, plus que par goût. Alors qu'Andromaque a eu sa famille exterminée par le roi Pyrrhus, et que le roi Pyrrhus ose lui faire des avances, elle s'exprime, elle se recroqueville sur elle-même, et elle dit, Seigneur, voyez l'état où vous me réduisez. J'ai vu mon père mort, une murs embrasés, j'ai vu trancher les joues de ma famille, en tirer mon époux. Sanglant, traîné dans la poussière, je ne vois que du noir, je ne vois que les tours que la cendre a couvert. Un fleuve teint de sang, parmi les campagnes désertes. Et enfin, elle va s'occuper de son fils, plus par devoir que par goût. Elle dira son fils avec moi. Elle devrait dire mon fils. Moi, elle dit le fils de son mari. Elle va s'en occuper par devoir. Son fils seul avec moi, réservé pour les fers. Je ne vois que les tours, que la cendre a couvertes. Elle déprime complètement. Et comme en Méditerranée, la dame qui a la perte d'un être qui lui est cher va s'entourer de noir. Noir physiquement, et elle va broyer du noir, et elle va de plus en plus déprimée. Et c'est peut-être justement la valeur du médicament homéopathique qui non seulement va agir sur la douleur, mais le comportement du sujet, et en même temps sur sa déprime. Donc finalement, un seul médicament va agir sur tout à la fois. Peut-être sur sa cystite qui va se développer par sa peine, qui va se développer parce que justement elle broie du noir, parce que sa pathologie va s'exprimer, va exploser. Et finalement, le même médicament va agir non seulement sur sa cystite, déclenchée par le non-dit peut-être, ou déclenchée par l'effroyable drame qui a pu justement la déprimer, va agir sur sa déprime, sur son sommeil et sur sa douleur à la fois, et sur ses pathologies, ses infections urinaires, parfois même sur les troubles veineux, bref, sur un ensemble, sur la totalité du sujet, pas uniquement sur un symptôme. Le tout, c'est de choisir le bon médicament par rapport au comportement du sujet, pour agir non pas sur un symptôme, mais sur la globalité d'un sujet. Alors rappelez-vous, simplement, je pourrais vous citer évidemment des citations de chez Molière, mais elles sont trop longues, dans Les Femmes savantes, quand au lieu de parler à sa femme, il parle simplement à sa sœur, en lui disant que c'est à vous que je parle, ma sœur, mais vous voulez parler à sa femme. Le moindre solécisme en parlant vous dirite, mais vous en faites-vous d'étranges en conduite. Finalement, il dit oui, parce que ma femme s'occupe d'astronomie, de mathématiques, de littérature, mais il ne s'occupe plus de chez moi. Et enfin, elle dit, et nos parents, sur ce point, étaient des gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez, quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un ou deux choses. Les leurs ne lisaient point, mais vivaient bien. Et finalement, il y a le côté psychique, il y a le côté le non-dit, qui va déclencher chez lui non seulement une dépression, qui va déclencher plutôt une éruption cutanée, plutôt des maux de tête, etc., des maux de ventre, etc. Et finalement, le sujet va déclencher des signes pathologiques qui sont uniquement au psychisme et à son comportement, et pas du tout à la maladie. Ce sont ce qu'on appelle des signes psychosomatiques, voire même des cancers. Des personnes qui ont un cancer après un divorce, par exemple, un cancer de sein, etc. Donc, il faut regarder davantage le sujet dans sa totalité, tant sur le plan physique que sur le plan psychique.